Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez en parallèle chaque jour sur bismart.fr en replay ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous allons dresser le bilan de ce mois de janvier avec des indices actions en Europe qui ont largement profité de cet effet de début d'année pour signer un très beau rattrapage sur l'ensemble du mois par rapport notamment à leur contrepartie américaine. Les indices américains sont dans le vert, mais nettement moins que ce qu'on peut observer sur les grands indices européens. Pauline Gratel vous donnera tous les détails de ce point de vue-là, avec une séance sans grand intérêt du point de vue des mouvements indiciels. En tout cas, les marchés ont pris connaissance des estimations d'inflation pour l'Allemagne, avant l'estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro qui sera publiée en début de semaine prochaine, et puis le corps PCE également, deux chiffres qui sont ressortis parfaitement comme attendu et qui ne changent pas les anticipations des investisseurs quant à la suite des décisions de politique monétaire, une pause de la Fed qui pourrait s'étendre dans le temps, peut-être jusqu'au mois de juin, et une BCE qui continuera de baisser ses taux, sans doute au rythme de 25 points de base à l'occasion de sa prochaine réunion du 6 mars prochain. Le CAC 40, donc, qui est venu se rapprocher encore un peu plus des 8000 points au cours de cette séance, autour de 7950 points en cette fin de journée. Et puis, ce sera l'occasion, bien sûr, de recevoir nos invités pour le grand tableau de bord des marchés. Nous reviendrons sur la dimension macro, la dimension momentum des marchés, les facteurs techniques également qui ont animé ce début d'année 2025. À suivre donc dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois, nous retrouverons Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui vient décrypter chaque mois pour nous un concept économique. Nous essaierons de valoriser un pays, comment mettre un prix sur un pays au moment où Donald Trump aimerait bien mettre la main sur le Groenland. Comment valorise-t-on un pays? C'est la question à laquelle répondra Michel Rumi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, et c'est un mois de janvier qui aura été marqué par le signe de la progression, notamment pour les indices actions en Europe. Oui, donc en Europe, tout d'abord, la remontée des indices actions, il faut souligner en fait de nombreux records inscrits par les indices MIB, DAX, Eurostoxx 50 et Stoxx 600, encore ce matin. D'ailleurs, le Stoxx 600 gagne 6,5% sur le mois de janvier. Le DAX est en hausse de plus de 9% sur le mois, ce qui porte sa progression à un an à quasiment 30%. Côté français, le CAC 40 est en route vers les 8000 points, seuil qu'il a frôlé dans la journée. L'indice français signe une performance mensuelle de presque 8% en janvier. Du côté des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Core PCE pour le mois de décembre aux États-Unis. Oui, l'indice Core PCE américain de décembre ressort parfaitement conforme aux attentes, en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,8% sur un an. L'indice Global PCE progresse de 2,6% sur un an en décembre. Après cette publication, les taux longs américains sont tout à fait stables avec un 10 ans autour de 4,50%. Côté devise, l'euro-dollar se traite sous 1,04. Le 1er février approche à vitesse grand V et Donald Trump confirme son intention d'appliquer des droits de douane. Oui, et ils seront mis en place dès demain, donc le 1er février. Ça sera contre les importations venant du Mexique et du Canada. Trump reproche à ses voisins de ne pas faire assez pour lutter contre l'immigration illégale et contre le trafic de drogue. Dans ce contexte, le peso mexicain et le dollar canadien ont perdu 1% face au dollar américain. Côté européen, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation, des premières estimations d'inflation pour la France et l'Allemagne. Oui, en données harmonisées, elle s'établit en repli de 0,2% sur un mois en janvier pour la France. C'est inférieur aux attentes et au mois précédent. Sur un an, l'inflation française est toujours en données harmonisées, est en hausse de 1,8%. Côté allemand, l'inflation en données harmonisées ressort en repli de 0,2% sur un mois en janvier et de 2,8% sur un an. Que peut-on dire de la situation des marchés obligataires européens en cette fin de semaine? Le rendement allemand à 10 ans se détend autour de 2,45%. Le
Le rendement français de même échéance repasse sous les 3,20%. Le spread reste parfaitement stable autour de 75 points de base. Bon, et puis la série des publications se poursuit. Apple publiait hier soir ses résultats pour le trimestre de la fin d'année 2024, qui fut un trimestre record. Oui, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires record à plus de 120 milliards de dollars au premier trimestre fiscal 2025, en hausse de 4%. Le bénéfice net, lui, s'établit à plus de 36 milliards de dollars. Dans un contexte de course à l'IA, Tim Cook a déclaré que les fonctions d'IA Apple Intelligence stimulent les ventes de ses appareils. Le titre ouvre en hausse de plus de 3%. Et puis c'est au tour des grandes valeurs pétrolières américaines de publier leurs résultats à partir d'aujourd'hui. ExxonMobil, par exemple, a dépassé les attentes. Oui, l'entreprise fait état d'un bénéfice net supérieur aux attentes à plus de 7,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires, lui, est inférieur aux attentes. Le groupe a profité des records de production de pétrole et de gaz, mais le titre ouvre en repli de plus de 1%. Et quels seront les moments clés de la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? La semaine prochaine, les investisseurs regarderont l'inflation de janvier pour l'ensemble de la zone euro. La décision monétaire de la Banque d'Angleterre sera à la une, ainsi que le rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain. Côté micro, la semaine sera chargée à nouveau. Alphabet, Palantir et Amazon sont attendus aux États-Unis. En Europe, Novo Nordisk, BNP Paribas et L'Oréal rendront leurs comptes. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Et chaque dernier vendredi du mois, nous dressons le grand tableau de bord des marchés pour bien tirer les enseignements du mois écoulé, le premier mois de l'année 2025, qui fut un excellent mois pour la performance des indices actions en Europe. Nous avons autour de la table Bertrand Lamiel, directeur général de Portzamparc Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Romain Daubry avec nous pour cet exercice, consultant chez Bourse Direct pour Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Et Kevin Lenouaille qui nous rejoint également pour ce rendez-vous, ce grand tableau de bord des marchés, directeur associé chez Avantgarde Family Office. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver tous les trois pour dresser donc le grand bilan de ce mois de janvier qui fut un excellent mois, je le disais, pour la performance des indices actions en Europe. Bertrand, je commence avec vous. Vous êtes venu alors avec le match, puisqu'on est quand même dans l'idée d'un match entre les États-Unis et la zone euro. On m'a dit que c'était un match qui se jouait en 12 rounds, évidemment. Il y a encore 11 mois devant nous. Mais le premier mois de l'année est quand même une victoire, peut-être pas par KO, mais une victoire sans appel pour les indices actions européens, Bertrand. Oui, clairement. Donc il y a eu un revirement de situation, c'est-à-dire que les indices américains, depuis globalement novembre, avaient pris de l'avance traduit en euros. On avait le change aussi pour nous. Et globalement, que ce soit le Nasdaq, le S&P ou le Russell, ils ont avancé. On le voit sur le graphe, ils ont bien cartonné. Et là, sur la fin de l'année, début de l'année, on voit l'Eurostoxx qui fait son rattrapage. On a assisté à un mouvement de ce qu'on appelle un mouvement de normalisation. C'est-à-dire que pourquoi l'Eurostoxx a monté ? En fait, parce qu'il y avait des sociétés qui étaient mal en point dans l'indice et qui sont relativement grosses, type ASML, type LVMH, qui ont eu un instant, où c'est reparti un peu fort. Un ressort, quoi, un mouvement un peu ressort. Mais dans une tendance qui reste baissière. Et c'est ça qui a fait, entre autres, pas seulement, parce que d'autres valeurs qui se comportaient bien, typiquement les banques ont continué à bien se comporter. Dans la tech, SAP a continué et continue à inscrire des niveaux plus hauts. Donc c'est pas seulement un mouvement de normalisation, mais les dossiers bien orientés ont continué à bien tirer. Et ce mouvement de normalisation fait que du coup, il y a eu... Comme tout ça, quand on le regarde côté valorisation, on s'aperçoit qu'il y avait quand même une décote de valorisation énorme entre les États-Unis, qui sont globalement très chers, et l'Europe qui, pour le coup, était vraiment décotée. Ça donnait un argument en plus pour pouvoir faire des rachats à bon compte sur le dossier européen. Visiblement, il y a eu des flux. Ils sont mesurés chaque mois par les équipes de Bank of America avec les données de PFR Global. Visiblement, en tout cas, on parle des fonds actions. Il y a eu des flux qui ont quitté des fonds actions tournés vers les actions américaines pour aller se réinvestir vers des fonds actions tournés vers les actions européennes ou de la zone euro. Oui, clairement, ça s'est accompagné de volume. Donc, ça donne un peu d'espoir sur la fin. Enfin, on peut estimer que les flux qui sont arrivés ne vont pas repartir tout de suite. Mais je ne mettrai pas... Globalement, je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir de l'Europe, il faut avoir des États-Unis. Ça va être une course de relais. Un mois pour toi, un mois pour moi. J'enterrerai pas les États-Unis trop vite, loin s'en faut.
Il y a Pas quand au bout même, d'un mois, quoi. en termes de valorisation, clairement, les États-Unis sont chers. Par contre, ils bénéficient d'un momentum qui est très haussier. Donc, les analystes continuent à réviser à la hausse. Bon, là, il est trop tôt pour analyser complètement la situation des publications, parce qu'il n'y a pas encore vraiment tous les secteurs qui ont complètement publié, mais sur les premières notes qu'on a, elles sont plutôt bonnes, et notamment du côté des banques. Donc, encore une fois, qui, outre-Atlantique comme ici, performent bien. Les résultats sont bons, et c'est intéressant de regarder les résultats des banques, parce que si on regarde une JP Morgan qui est donc plutôt en version banque de détail pour partie, là, on a des bonnes nouvelles à tous les niveaux. Les Américains, ils sont en train d'empocher en fait la hausse des salaires, alors que l'inflation est en train de baisser. Donc, dans un premier temps, ils étaient clairement derrière, donc il y avait une perte de pouvoir d'achat. Là, ils arrivent au moment où ils regagnent du pouvoir d'achat. Les annonces de Trump probablement aident à l'optimisme, parce qu'il est là en train de dire je vais baisser l'impôt sur le revenu, tout ça. Donc globalement, ça incite plutôt à dépenser, à avoir l'avenir en rose. Les esprits animaux, quoi. Voilà. Et côté Goldman Sachs aussi, pareil, une banque qui bat largement les estimations. Sur la banque type CIB, donc banque de marché, banque d'entreprise, pareil, les résultats sont bons et les perspectives sont plutôt haussières. Donc, à la fois, ils battent mais très largement les attentes, puisqu'ils sortent 15% dessus les attentes, mais surtout, ils donnent des perspectives sur l'année qui sont plutôt plus optimistes que ce que les analystes attendaient. Ça a été carton plein là, dans la série de publications. On a eu des grosses publications déjà, mais au début, ce sont les banques américaines, et ça a été effectivement carton plein sur les résultats des banques américaines pour leur quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2024. Une autre manière de regarder les choses, Romain, puisqu'on est dans l'exercice des graphiques, vous avez la comparaison, alors sur longue période, c'est ça, entre le S&P 500 et l'Eurostoxx, avec donc c'est les fameuses bougies, c'est ça que vous nous montrez, Romain. Oui, effectivement, un graphique comparé. Qu'est-ce que ça nous apporte là? On voit cette belle bougie verte de l'Eurostoxx 50. J'imagine que c'est la bougie du mois de janvier, c'est ça, Romain? Exactement. Ouais. Chaque bougie représente un mois. Celle de l'Eurostoxx en bas est en train de rattraper très nettement le parcours qui était très supérieur du S&P qui lui est plus en pause. Donc on a près de 8% sur l'Eurostoxx de hausse ce mois-ci, contre un peu moins de 4% pour le S&P à 7 heures. Le marché américain n'est pas encore clôturé, mais on a une nette surperformance, un rattrapage, et un rattrapage qui s'est fait, on a choisi l'Eurostoxx pour la représentation en Europe, mais qui s'est fait de façon très harmonieuse sur la plupart des indices européens. Pauline l'indiquait en introduction, que ce soit l'IBEX, le MIB, le DAX, continuer, et même le CAC 40 qui avait beaucoup de mal à déborder des niveaux importants est peut-être en train d'invalider des structures de baisse et de réactiver une dynamique haussière en débordant les 7900 points. Donc ça se passe de façon harmonieuse sur l'ensemble des indices européens, et on avait constaté en fin d'année effectivement aussi en termes non seulement en termes de valorisation mais en termes de comportement un excès de pessimisme sur l'Europe et au contraire voir un début d'euphorie sur le marché américain. Il n'y avait plus d'autres places que les États-Unis, et on voit que dans le comportement ça se réveille, et puis ça se réveille de façon assez rapide, assez consensuelle aussi. Le volume accompagne les mouvements. La seule chose qui est un peu gênante dans cette construction, c'est l'intérêt sur les marchés dérivés que je regarde toujours. C'est votre partie, ça, Romain. Ouais. Et sur l'Eurostoxx, on n'a toujours pas plus de contrats futurs ouverts. Ça veut dire qu'on n'a probablement pas de grosses mains qui accompagnent ces mouvements-là. Alors les volumes, c'est certes une part de l'activité, mais on n'aime pas tellement en haut de marché quand les mouvements se produisent comme ça en bas ou en début de mouvement. Ça peut durer un certain temps. On avait connu ça début 2019 où le marché remonte avec des volumes qui sont un peu supérieurs, mais pas toujours géniaux, et de la position ouverte, de l'intérêt qui ne se met pas en place sur les marchés dérivés. En revanche, en haut de marché comme ça, quand on a fait une longue pause, comme ça a été le cas sur l'Eurostoxx pendant toute la période du mois de mai à janvier en réalité, et qu'on réactive la dynamique, on aimerait bien lire un peu de soutien et de ce côté-là, et le volume facial et l'absence de volume sur les marchés dérivés, en haut de marché, ça peut être ce qu'on appelle une phase de distribution. C'est pas très lisible, c'est pas flagrant, et sur les indices européens, on est en train de former des plus hauts. On a une configuration graphique qui est haussière, donc on accompagne le mouvement et on continue. Il n'y a aucune invalidation, aucune figure de retournement. En revanche, on est conscient que cette construction, alors elle peut déboucher sur des latéralisations et puis de l'intérêt qui arrive ensuite, ça peut être le cas aussi. En revanche, on a un deuxième élément aussi, c'est du côté des marchés dérivés, toujours sur les options. On a un ratio de couverture qui est complètement absent des portefeuilles. On a un ratio put-call qui est en dessous de toutes les statistiques moyennes. Je rappelle qu'habituellement,
habituellement, c'est entre 0,80 et 1,20 que doit se situer le ratio. En dessous de 0,80, on considère qu'on est optimiste. Sur l'Eurostoxx, hier soir, sur l'échéance en cours, c'est autour de 0,40 pour 0,40. Donc, il n'y a vraiment aucune protection dans les portefeuilles. Alors, c'est quoi? C'est un risque de fragilité dans la construction de ce mouvement de rattrapage? C'est ce qu'il faut comprendre? Alors, c'est un risque de fragilité dans la construction. En fait, le mécanisme est le suivant. Ça peut durer longtemps, cette absence de protection dans les portefeuilles. Alors, on a eu des petits warnings en début de semaine qui auraient pu faire remonter la volatilité. Ce n'est pas vraiment le cas. Elle reste autour de 15, même sous les 15 sur l'Eurostoxx. Pour moi, on est repassé sur le VIX, on est repassé dans ce cas-là en zone de complaisance sur l'indice américain. Mais ces warnings n'ont pas révélé de stress du tout de la part des opérateurs. Alors, si on n'a pas vraiment d'accompagnement du côté des marchés dérivés, on n'a pas non plus grand-chose à couvrir. Donc, il y a peut-être un phénomène de ce côté-là. Mais ça veut dire que cette complaisance, cette absence de couverture dans les portefeuilles fait que, en cas de surprise, en cas de retournement, en cas de trou d'air sur les marchés, les opérateurs ne seront pas prévenus, ne seront pas protégés, et donc ça peut amplifier les mouvements. C'est ça que ça nous dit seulement. Donc pour l'instant, on accompagne ce mouvement haussier, mais on constate que dans la construction, on a quelque chose d'un peu fragile. Et quand on voit les comportements de certains titres aux États-Unis, on se dit qu'il y a un peu de prudence à avoir de certains côtés. Donc, il y a un graphique sur Nvidia, on le passera tout à l'heure, Romain, si c'est à ce à quoi vous faites référence, par exemple. Ça a été un événement marquant de cette fin de mois, oui. Et effectivement, et en termes parce que Nvidia, mais en termes de comportement et de réaction de marché, il y a pas mal de choses à décortiquer de ce côté-là. Donc positif pour l'Europe qui surperforme, un rattrapage qu'on escomptait, qui se met en place, tant mieux. Aucune invalidation pour l'instant. Maintenant, on arrive proche de cible. Il va falloir voir si on arrive à consolider et à recréer. Il y a déjà un premier moment de vérité ou de rendez-vous là, à partir des niveaux qui ont été atteints aujourd'hui. Pour l'instant, oui. Ouais. Sur ce match, alors comment vous regardez les fondamentaux, Kevin? Vous êtes venu avec un graphique qui montre les anticipations bénéficiaires, c'est ça qu'on peut avoir, ou la valorisation, les anticipations de ratio de bénéfices qu'on peut avoir pour la partie américaine avec le S&P 500 et pour la partie européenne illustrée par les anticipations de bénéfices au sein du CAC 40. Bon. Ça remonte un petit peu du côté du CAC, de ce que je vois sur ce graphique. Mais c'est vrai que la dynamique semble quand même plutôt, encore du point de vue des fondamentaux bénéficiaires, du côté des entreprises américaines au sein du S&P 500. Absolument, c'est tout à fait le cas. En effet, je m'accorde évidemment avec tout ce qui a été dit. Ce qui nous paraît évidemment aujourd'hui intéressant, c'est quand on regarde la valorisation en absolu, comme ça, cet écart, évidemment, il est grandiloquent, mais il amène aussi à des sujets macroéconomiques qui sont différents, avec une prise de position de leadership d'autant plus forte aujourd'hui aux États-Unis, qui pour nous soutiennent justement une très grande partie de cette survalorisation, une remontée de valeur ajoutée au sein de quelques acteurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, et puis on peut le prendre dans l'autre sens également, c'est une quasi-décote finalement européenne. Mais ce qui m'intéresse le plus par rapport à tout ce qui a pu être dit pour en conclure, c'est que globalement, on a malgré tout encore aujourd'hui du mal à considérer que le marché européen soit sous-valorisé. En l'occurrence aujourd'hui sur un graphique tel que celui-ci, sur des PER anticipés, on n'a pas la sensation justement de voir finalement une décote absolue de la part du CAC. J'ai pris le CAC, mais en réalité ça marche avec tous les indices européens. On peut minorer cela sur un Eurostoxx, un Stoxx 600 et encore en réalité. Et donc de ce point de vue-là, ce qui nous intéresse, c'est de se dire que dans ces deux marchés-là, malgré tout, on voit qu'il y a quand même une agrégation, non pas de crainte, mais on se retrouve quand même sur des niveaux de valorisation qui sont très exigeants là aussi. Tant mieux pour ce rattrapage de début d'année. L'Europe n'est pas si chère, et pas si peu chère que ça. Non, parce par rapport à la moyenne historique de valorisation du marché européen, on est dans les normes. On n'est pas dans les normes, voire dans le haut statistique. En réalité, alors tout dépend des indices. Et en réalité, les indices européens sont très biaisés parce que souvent plus contraints en termes de nombre de valeurs. Mais globalement, on va se retrouver avec des indices qui, en effet, sont chèrement valorisés. Donc, il faut rentrer dans le picking, évidemment, pour aller chercher ensuite des beaux sujets. Mais on en parlait d'ailleurs en introduction. Aller chercher du picking, ça veut dire aller chercher de la value. Et la value, aujourd'hui, n'est pas forcément attirante. Donc, évidemment, on boucle ainsi. Mais, en effet, en absolu, aujourd'hui, le niveau des marchés européens, typiquement, on ne rajoute pas de bêta européen dans nos portefeuilles en indice. Ce n'est pas le sujet du jour. En réalité, on préfère aller chercher des matchs sectoriels éventuellement, voire de l'intra-sectoriel quand on le souhaite. Sur l'idée de la décote ou de l'écart de décote entre le marché américain et européen, comment vous regardez ça, Bertrand? C'est vrai que l'écart de valorisation entre les deux marchés est spectaculaire aujourd'hui, mais ce n'est pas tant le marché européen qui est peu cher que le marché européen qui est peut-être aussi richement valorisé, peut-être au-delà de l'habitude. Le marché américain est très très bien valorisé. Mais en fait, quand on dézoome, globalement, ça suit la croissance des bénéfices. Il y a une croissance des bénéfices qui est plus forte aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe. Donc, quelque part, ça plie un peu le match.
N'oublions pas qu'on est dans une séquence où la Banque fédérale, la Fed, la Réserve fédérale. Réserve fédérale, Ouais, merci, américaine, est accommodante, c'est-à-dire qu'elle est en train de baisser ou de faire une pause. Oui. Bon, après chacun, voilà. Oui. Mais en tous les cas, Elle n'a pas fermé la porte à d'autres Elle est pas- baisses de taux. elle est pas en On est train de monter d'accord. ses taux. On est d'accord. Oui. Et donc, quand on a une séquence où, historiquement, on a de la croissance des bénéfices et une Fed qui est neutre ou accommodante, les PER montent. Les PER ont tendance à monter. Dans 91% des cas, les PER gagnent 9%. Donc, à ceux qui pensent que c'est cher, préparez-vous, ça va continuer. Oui. Mais c'était cher il y a 1 an, c'était cher il y a Exactement. 2 ans. Exactement. Et, Donc, oui. Donc il y a 2 moteurs pour Ouais, faire monter un c'est marché ça. ou une valeur. Ouais. Il y a la valorisation. Ouais. Donc il y a des valorisations qui sont attractives et à un moment donné, il y a des moments value et là on peut avoir des très beaux trends relativement longs. Et il y a un deuxième moteur qui est les perspectives, donc le momentum. Et là, la saison des publications, elle est en train de nous prouver que les analystes, c'est pas qu'ils ont été pris à revers, c'est qu'on est toujours dans le match classique où sur la fin de l'année, ils ont revu à la baisse les attentes. Les entreprises dépassent, donnent des perspectives, en tous les cas pour celles qui le peuvent, qui dépassent et qui remontent les perspectives, ça se passe très bien et ça monte relativement fort. Donc on est dans ce jeu-là. Et donc nous, on pense que voilà, il y a encore des choses à faire, mais des instants de volatilité élevés, on peut, là en l'occurrence, DeepSeek n'était pas dû à Trump. Je pense que Trump va nous en fournir quelques-uns. Donc il faut. De moments de volatilité. Oui. Ce qu'on a vécu là, la volatilité qui monte de 71%, oui, globalement, Ouais. sur le moment. Il faut avoir en tête que là, on est dans le 6e ou 7e écart type. Oui. Enfin, je veux dire, Oui. on est sur un truc très, très exceptionnel. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, c'est arrivé 5 fois qu'on monte de 50% ou plus. Ouais. On était là. Donc, il y a quand même, le truc était quand même relativement important. Ouais. Sur la valo du marché américain, si on décompose un peu la perf de 2024, c'est assez équilibré. Il y a à peu près une moitié d'expansion de multiples et une moitié qui est aussi due à cette croissance bénéficiaire, importante, et y compris au sein des Mag 7 qui sont à plus 20, plus 30% de croissance bénéficiaire Oui. encore aujourd'hui et encore attendue peut-être sur 25 et 26. Et on a aussi un rachat des actions qui va continuer. On est à plus d'1 milliard sur 2024. On anticipe 1000 milliards. 1000 milliards, un trillion. Oui. Et on anticipe 15% de plus pour 2025 déjà. C'est quoi les secteurs qui restent? Vous êtes venu avec des palmarès sectoriels, là, sur le palmarès sectoriel qu'on peut dresser aux États-Unis. Alors là, c'est sur 1 an, votre graphique, Bertrand. Quels sont les secteurs qui restent des leaders confirmés? Vous citez la tech, la finance, la communication. Ouais. Communication, c'est Meta. Ouais, d'accord. Oui. Dans l'indice, il y a Meta et il y a 2 ou 3 trucs à côté. Donc voilà, donc ça continue à bien tirer. La finance, on a aux États-Unis comme en Europe une courbe des taux qui redevient normale, c'est-à-dire avec des taux longs plus haut que des taux courts. Donc ça, c'est bon pour l'intermédiation. Des taux qui ne vont pas baisser si vite, donc quelque part aussi pour la transformation du deposit, c'est bon aussi pour les banques. Une économie qui est relativement forte, donc il n'y a pas de défaut. Il y a un peu de chômage au plus bas. Le défaut commence à monter, mais on partait de base tellement basse que globalement, c'est pas très grave en soi. Donc pour nous, pour l'instant, la tendance qui était en place sur banque, assurance, elle est toujours là. Dans la techno, c'est un peu en ordre dispersé. Ouais. Et je pense qu'on en parlera, mais maintenant, voilà, il va quand même falloir regarder des dossiers type Nvidia, qui commencent à marquer un petit peu selon. Les regarder comment? Parce que tout le monde le regarde, Nvidia, depuis longtemps déjà. Les regarder avec un œil un peu différent, c'est ça? Voilà, exactement. On était de très actionnaires depuis quelques années. Ça, voilà, tant mieux. Là, on est en train de se dire qu'il va peut-être falloir réduire les pondérations parce que on a dans les Mag 7, ça commence. La dispersion, elle avait commencé l'an dernier, mais elle continue. Et donc Nvidia, qui a été longtemps un leader, là commence à être en mode pause. Et on voit bien les interrogations qui arrivent avec le sujet DeepSeek. Alors DeepSeek, c'est probablement... il faudra discerner le bon grain de livret. Mais en fait, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que ce soit DeepSeek ou un autre, DeepSeek montre qu'on peut faire de l'IA low cost. En tout cas, sans doute avec des coûts peut-être alors, low cost, non. Je pense que ce que DeepSeek démontre, c'est qu'il y aura plein d'IA.
Et donc, il n'est pas évident qu'on ait sur l'IA le même moment qu'on ait connu où Google a viré Yahoo et est devenu le moteur de recherche universel. Je comprends. Il y en aura plusieurs et traduit au niveau des entreprises, chaque entreprise aura probablement, enfin en tous les cas, c'est le chemin qu'elles sont en train de prendre, aura son IA avec ses données protégées, donc ses données perso, celles qu'elle ira chercher pour alimenter. Et donc, le sujet, ça va plus être la capacité à traiter de la donnée, à la rendre intelligible, parce que de la donnée, les entreprises n'en manquent pas, sauf que les bases de données sont pas reliées, et que quand on va taper dans une base de données, le premier boulot, c'est déjà de dépolluer. Ouais. Parce qu'il y a des trucs qui sont Garbage difficilement in, exploitables. garbage out. C'est souvent ça. Si vos Voilà. données sont pas bonnes ou pas bien raffinées, à la sortie, vous aurez que des mauvais résultats. Et il y a des données qui sont présentes dans les entreprises, mais par exemple, il va manquer la date. Donc, il va falloir l'enrichir. Et donc, c'est probablement plutôt de ce côté-là qu'il va falloir aller regarder avec des titres comme Palantir qui me paraissent à ce stade un Palantir. titre relativement intéressant pour travailler. Ça publie lundi soir, Palantir. On va surveiller ça très près. C'est ça. Bon, parlons de Nvidia. Romain, vous êtes venu avec le graphique Nvidia, avec une vue mensuelle et une bougie bien rouge, effectivement, après un top de marché sur Nvidia. Plusieurs, en effet. Et si vous le permettez, juste un petit commentaire par rapport à ce que, sur l'Europe déjà, par rapport à ce que disait Kevin. En effet, je pense qu'il va falloir entrer dans une séquence de stock picking et vraiment de faire de l'intrasectoriel. C'est flagrant sur le secteur du luxe. LVMH, on voit qu'il n'y avait plus beaucoup de momentum. La zone 760-787, elle va être très très difficile à déborder pour le titre. C'est passé sous 730, c'est même pas un très bon signal à court terme. On fera l'Europe après, mais sur Nvidia, puisqu'on parlait de la tech. Allons sur Nvidia. Alors sur Nvidia, à proprement parler, Nvidia, depuis le mois de juin dernier, on avait constaté un tel consensus sur les marchés dérivés, on l'avait évoqué ensemble, qu'il n'y avait plus un acheteur possible. Il y avait 80% d'options d'achat par rapport à 20% d'options de vente. Donc on voyait qu'il y avait un momentum bloqué. Ça se traduit très bien graphiquement. Et Nvidia a fait ce qu'on appelle, déjà, il y avait dans toute la période de l'été, on le voit, au-dessous du support à 113,60, toujours des mèches basses. C'est-à-dire qu'on repayait systématiquement les niveaux. Regardez où sont les mèches maintenant. Depuis 4 mois, elles sont toutes au-dessus de 140,80. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à clôturer au-dessus de ce niveau-là. Et puis, le mois dernier, au mois de décembre, on a fait un avalement baissier. La bougie du mois de décembre englobe la bougie du mois de novembre. Ça, en haut de marché, en mensuel, c'est un très mauvais signal. Et on voit cette grande bougie de volatilité ce mois-ci qui montre ça. Alors après, il y a un autre élément comportemental aussi intéressant. Alors, sectoriel aussi par rapport à et la tech aux États-Unis. Si on prend un panier de valeurs sur l'intelligence artificielle aux États-Unis, il sous-performe maintenant. Il n'est plus aussi fort qu'il était. C'est plutôt l'économie digitale qui va surperformer. Donc il y a des choses à aller regarder ailleurs, même dans les secteurs. Et sur Nvidia, à proprement parler, le mouvement qui s'est produit cette semaine et montre, à mon sens, que les carnets d'ordre sont complètement vides et qu'on est probablement dans une phase de distribution du papier. C'est-à-dire que pour sortir des positions gigantesques, les grosses mains et les gros acteurs du marché, c'est pas en 15 jours. Ça va prendre du temps. Et c'est pas ce jour-là où il y a une mauvaise nouvelle qu'eux décident d'appuyer sur le bouton d'un coup. Donc ça, c'est pas le fruit de gros opérateurs du marché. Ce sont des carnets d'ordre complètement creux qui font qu'on baisse. Et la très mauvaise nouvelle, mais c'est que c'est que le retail qui a repayé ce mouvement-là dans le creux de marché. Ça, en 2020, c'était une super nouvelle. Je suis ravi et j'ai travaillé pour un courtier longtemps. On aime que nos clients et que les particuliers se défendent et battent. Soient gagnants, quoi. Soient gagnants et s'en sortent bien. Là, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle et compte tenu de la configuration graphique, de se jeter sur 15% sur Nvidia après 16% de baisse, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon signal et que ce ne soit pas des mains fortes qui payent ce mouvement-là. Donc on a, à mon sens, ce comportement de distribution et donc on peut assister pendant longtemps encore à des mouvements de contrebalance comme ça, avec des rebonds importants parce que les carnets d'ordre vendeurs sont complètement vidés et que les mains faibles vont pouvoir alimenter des rebonds qui semblent importants. Et on voit que le rebond, il n'a pas été très très fort sur Nvidia graphiquement. Non. Donc attention de ce côté-là sur ce secteur et la configuration est vraiment pas terrible. Sous 113,60 en clôture mensuelle, c'est retournement de la tendance de moyen terme. Une valeur qui a peut-être perdu un peu de sa survie. En tout cas, il y a un truc cassé quand même dans la dynamique du cours de bourse de Nvidia. Puisqu'on parlait de DeepSeek, est-ce que DeepSeek remet de l'intérêt sur des valeurs chinoises ? Vous êtes venu avec le graphique d'Alibaba, qui d'ailleurs, dans la foulée de DeepSeek, a présenté également une IA dont Alibaba nous dit qu'elle est encore meilleure que DeepSeek, qui s'appelle Queen, je crois. Et donc, Baba, visiblement, lui, est plutôt en bas de marché aujourd'hui. Contrairement à Nvidia. Exactement. Et Baba, qui avait un parcours très baissier de long terme, à stabiliser dans une structure qui est
possiblement une structure de retournement, un triangle symétrique. Elle en est sortie par le haut puissamment au mois de septembre. Elle a été formée une pause contre 106,42 et elle forme une structure graphique intéressante où elle est en train de le faire puisqu'on s'approche de la borne haute à 106,42 d'une 3 méthodes ascendantes. Donc une grande accélération haussière, 3 bougies rouges de consolidation qui font un grand trading range 81, 40, 106, 42. Ça, en bas de marché, avec des volumes qui sont très, très, très conséquents sur Alibaba, c'est vraiment très significatif en plus. On a quelque chose qui est en train de se reconstruire manifestement. Donc si on passe 106,42, on a encore un potentiel assez important. On peut aller chercher des extensions jusqu'à 143,20, 161,60. Il y a une soixantaine de pourcents de rattrapage sur Baba, manifestement. Donc une configuration. Donc il y a peut-être un arbitrage à faire, quoi. Un peu moins de Nvidia, un peu plus de Baba. Il y a manifestement des mains fortes qui sont en train d'arbitrer. C'est ça, ouais. Kevin, comment vous regardez ces histoires alors, autour de l'IA en quoi DeepSeek modifie peut-être le thème d'investissement, l'élargit ou en tout cas montre de l'intérêt peut-être pour d'autres valeurs que simplement Nvidia qui était quand même le flagship incontournable. Est-ce qu'on a envie d'avoir encore du Nvidia pour le compte des clients et comment est-ce qu'on va au-delà un petit peu simplement du seul sujet Nvidia ? Comment est-ce qu'on voit l'histoire de lundi ? On la voit avec non pas un sourire, mais en se disant finalement, si on raccroche tous les wagons dont on vient de parler, la valorisation, les mains pleines, etc., on se dit que fondamentalement ce qui nous arrive n'est pas du tout inattendu. En ce sens que, parlant de valorisation élevée, parlant d'un panel de risques tout à l'heure et d'opportunités, bien entendu, on a en fait en creux des hypothèses qui sont extrêmement fortes, j'en reviens aux valeurs, sur certaines anticipations, que ce soit sur les BPA, les croissances, etc. Et ça, globalement, lorsqu'on démarre l'année dans cet univers-là, je parle évidemment du côté américain pour commencer, on se retrouve ensuite avec des séances potentielles qui ne sont que celles-ci, c'est-à-dire celles des surprises, en réalité. Pour le dire différemment, les niveaux aujourd'hui, encore une fois, étaient tendus, ça a été expliqué sur les volumes, mais aussi, encore une fois, sur les valorisations, et donc c'est pas une rupture en soi pour nous, DeepSeek, absolument pas, on va y revenir. Non, c'est pas une rupture, c'est une accélération peut-être de l'idée de la banalisation ou de la diffusion de l'IA. En tout cas, comme on est passé entre la fin de l'année dernière d'une belle euphorie sur tous les marchés à aujourd'hui, nous, ce qu'on va qualifier d'optimisme, on est descendu entre guillemets d'un cran, c'est pas entre guillemets une innovation de rupture, ça nous remet juste quelque peu les pieds sur terre, à imaginer que finalement les taux d'actualisation ne sont pas infinis, encore une fois. Donc c'est plutôt ce sujet-là que l'on voit et ça remet en cause finalement, encore une fois, de l'euphorie, et ce n'est que symptomatique justement d'une année comme celle-ci, sur laquelle on s'attend à avoir beaucoup de surprises. On pourra aller dans n'importe quel sujet, de la politique, de l'économie, peu importe. Et finalement ici, pour nous, DeepSeek n'est qu'encore une fois qu'une surprise parmi d'autres. Est-ce que ça remet en cause fondamentalement nos hypothèses ? Je ne le crois pas, parce qu'encore une fois, ça a très bien été dit, DeepSeek a des réserves stratégiques de Nvidia, ce n'est pas a priori pour rien. On a aujourd'hui, en effet, on découvre finalement aussi cette technologie en même temps qu'elle émerge, et donc on va sûrement avoir de plus en plus de surprises. Aujourd'hui, un DeepSeek fondamentalement qui émerge, pour moi, ça me rappelle plutôt des lois d'innovation avec des prix à la baisse. Donc en l'occurrence, j'en suis navré peut-être pour Nvidia demain, mais avec un mode comme celui-ci, enfin en tout cas avec des barrières à l'entrée comme cela, si on est capable d'avoir un peu de rupture technologique et des prix à la baisse, on pourra volontairement en reparler, puisque tout le grain qui est en dessous justement de ces Mac 7, potentiellement va être très bien. Ça a été des discours chez le patron de SAP, le patron de Microsoft, etc. Voilà. Moins l'IA sera cher, mieux c'est pour nous, vendeurs de logiciels, en tout cas pour la partie logicielle, effectivement. Et puis sur DeepSeek, si on devait s'y focaliser, n'oublions pas malgré tout, ça a très bien été dit, c'est la data qui fait le tout. Et le problème de DeepSeek, évidemment, c'est la data. On ne va pas revenir sur les problèmes d'open source, sur les problèmes de captation des données, etc. Mais ça a très bien été dit. Il y aura sûrement plusieurs IA. Et donc aujourd'hui, l'émergence d'une, et peut-être l'émergence d'une IA entre guillemets régionale. On a longtemps parlé, vous et moi, de mondialisation à régionalisation. On y revient en réalité. C'est une course très régionale aujourd'hui, dans laquelle l'Europe est placée bizarrement, ça, on l'évoquera peut-être. Et donc fondamentalement, DeepSeek n'est pas une très mauvaise nouvelle, je le trouve. Sur la partie macro, là, comment vous regardez un peu les choses ? Vous êtes venu avec un graphique qui montre les croissances du PIB mondial. C'est le PIB mondial par rapport au volume d'échanges commerciaux. Alors il y a eu le cycle 2000-2020, enfin 2000-2019, et ce qui s'est passé ensuite post-Covid sur la séquence 2022-2024. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement ? Alors, ce sont des chiffres notamment du FMI. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de cette séquence 2022-2024 par rapport à la manière dont le PIB pouvait fonctionner sur le cycle précédent ? Alors, le problème de ces graphiques-là, on y vient en fait, c'est qu'ils sont aussi simples qu'ils ont des conclusions. Ce qui nous intéressait ici, c'est
plutôt que de parler encore une fois de valorisation, on s'y est attaché, c'est de regarder en effet un aspect macro et se dire aujourd'hui finalement on n'est pas sur des contributions ici à la croissance, hein, je le précise bien, mais on a encore une fois une économie mondialisée qui semble changer. Et sans parler de contribution, en réalité, on a des volumes aujourd'hui d'échanges qui ne sont pas les mêmes, en tout cas en croissance. Et pourtant, on a des croissances elles-mêmes du PIB mondial qui se maintiennent, même si on a un léger recul. Ouais. Le point qui est important, c'est qu'on peut rebondir en fait sur toute la discussion qu'on a depuis le début, à savoir les contributions justement de croissance ensuite, c'est-à-dire les valeurs ajoutées, les productivités. Et selon nous, ça peut être justement l'un des éléments d'explication de ce type de valorisation élevée aux États-Unis. On n'est plus dans une course au volume. En fait, on est dans une course à la productivité future, aux innovations futures. Et ce graphique-là, je le trouve intéressant parce qu'en fait, on passe d'un monde qui englobe 2019, qui englobe des chocs technologiques, mais d'un monde qui était très axé sur les volumes post-ouverture de la Chine. Les échanges mondiaux, quoi. À aujourd'hui un monde qui est très technologique, et ce graphique-là, il m'intéresse de ce point de vue-là. Il ne dit rien de plus, à mon avis, selon moi. Il ne faut pas avoir trop d'analyse de ce point de vue-là, mais quand on parle d'IA, en réalité, on parle d'une course, encore une fois, à l'armement 2.0, et celui-ci est intéressant parce que ça signifie que les moyens alloués notamment par les États, ils se redistribuent beaucoup moins sur les volumes que sur la future productivité. Et c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre ensuite des anticipations de BPA ou des hypothèses qui peuvent paraître un peu farfelues, notamment sur certains sujets, certains titres. La dynamique du monde a changé effectivement de ce point de vue-là. Il faut qu'on parle des taux aussi. Alors Bertrand, vous êtes venu avec un graphique qui montre là aussi l'idée du match entre l'Europe et les États-Unis, ou de la comparaison, avec l'idée qu'il y a un changement de régime sur les taux longs, qui est alors là pour le coup vrai aux États-Unis et vrai par sympathie au moins en Europe. Oui, clairement. Donc on était dans une tendance baissière sous une oblique, et donc bon, certes ça yoyotait, mais globalement c'était en train de baisser, et tout ça était alimenté par le fait que les banques centrales étaient aussi en train de baisser les taux, donc ça donnait moins de traction sur les taux longs. Et puis, en fait, le coup, il est venu des États-Unis, donc qui sont remontés, mais du coup, l'Europe derrière est partie assez fort. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais en tous les cas, on est sur un changement de tendance. C'est-à-dire que là où on avait une vue, les taux longs vont baisser par mimétisme avec les taux courts. Le grain de sable, alors après, il y en a plusieurs, mais c'est pas forcément dans l'ordre, mais déjà, l'inflation, finalement, l'inflation n'est pas complètement morte aux États-Unis. Il y a des moments, on a eu des séquences novembre-décembre qui étaient quand même un peu au-dessus. Il y a des sujets, alors il faut faire attention parce qu'une bonne partie de l'inflation, pour un peu plus de 30%, c'est le shelter, donc globalement c'est habitation, coût de l'habitat et autres. C'est des données qui sont vieilles, quand elles arrivent, elles ont 6 mois. Donc il faut faire attention à ça, on ne pas lire ça trop rapidement. Mais derrière, Trump, les barrières douanières, donc on ne sait pas quand elles vont arriver, mais ça c'est inflationniste. Et en fait le match c'est, alors certes ça c'est inflationniste, mais de l'autre côté, on va avoir des données sur la baisse des impôts sociétés, donc là qui sont plutôt propres à créer du PIB. Donc il faut voir qu'est-ce qui va être mis en avant en où l'équilibre se forme, quelle est l'ampleur. De toute façon, on est dans le flou. La séquence Trump, pour l'instant, elle est encore devant nous. Je crois que personne n'a de certitude sur ce qui pourrait être annoncé ou pas, à quel moment, dans quelles conditions, etc. Mais c'est pris en compte. Cette incertitude, elle est aussi prise en compte par ce changement de régime des taux. Sur la croissance, on peut se dire, la croissance aux États-Unis, finalement, elle va être plus forte que prévu. Ça, les analystes les économistes sont plutôt en train de dire ça. Donc, ça mérite des taux longs un peu plus hauts. Mais il y a surtout un sujet sur l'incertitude de l'inflation et globalement une prime de risque. Parce que là, du côté des États-Unis, pour que ça se dégonfle, il va falloir qu'ils fassent quelque chose sur le budget. Et puis l'Europe, on a quand même l'Allemagne et la France qui sont dans des situations politiques un peu compliquées et qui fait que probablement, là, c'est pas tant l'inflation qu'une prime de risque qui est montée sur le taux européen. Donc tout ça, la conséquence immédiate, c'est qu'on l'a vu sur le secteur immobilier qui était en train de repartir. Terminé, on reviendra plus tard. Il y a une valo, là, clairement, je pense, on est d'accord, il y a une mine d'or dans la valo de l'immobilier. On voyait des boîtes type Vonovia en Allemagne qui sont en train de bien aménager leur carnet, les refinancements se passaient bien, etc. Ça, en fait, c'est mis aux oubliettes. Donc, à mon avis, ils vont continuer à bien faire le job, mais le marché ne veut pas les reconnaître pour l'instant. Donc, ça, c'est pour l'instant, c'est mis de côté, quoi. Voilà. Bon, mine d'or, parlons de l'or justement, mais qui est aussi une manière de mesurer peut-être comment on se couvre du risque d'incertitude dans les marchés. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut comprendre, en tout cas, les records qui ont été battus cette semaine sur l'or, mais
Ça peut être une piste. Je l'entends un peu comme ça, oui, Ça peut être une piste. Je l'entends un peu comme ça, avec oui, un comportement toujours aussi, un nouveau record historique pour l'or cette semaine. Un comportement graphique très propre, 2623, 2746 pendant 4 mois, et puis on en sort par le haut. Les cibles, vous les avez sous les yeux, 2875, c'est quand même pas signe de complète complaisance, où il y a un petit peu de stress quand même dans le marché. Ouais, c'est ça. Aussi, Ouais. parce que toute la partie spéculative... C'est pas un risk-on général démesuré, quoi. Non plus. Et en tout cas, des alternatives et des changements de comportement, ou en tout cas, changement, il n'a pas changé sur l'or puisque ça reste haussier depuis longtemps, mais des actifs qui intéressent toujours, alors que les crypto-monnaies sont peut-être en pause pour l'instant, en tout cas certaines, les plus grosses. Il y en a d'autres qui font des parcours très, très importants. Donc, toujours un parcours haussier sur l'or, les métaux précieux en général. Ouais. Je parle souvent de l'argent, donc j'ai choisi l'or aujourd'hui, mais il y a effectivement toujours des choses qui se mettent en place de ce côté-là, et donc sur les autres métaux précieux, peut-être des risques inflationnistes en effet. Bon, et vous nous êtes venu avec le graphique du palladium, là aussi. Palladium, c'est important ce qui s'est joué ce mois-ci, effectivement. Ah oui. C'est le mouvement inverse de ce qu'on décrivait sur Nvidia. C'est un avalement haussier cette fois-ci. La bougie du mois de janvier, sauf cataclysme, est en train d'englober celle du mois précédent. On a ouvert plus bas que le mois précédent et on va clôturer nettement plus haut. Le palladium était en hausse de 3-4%, je crois, en arrivant. On est en train de reconstruire quelque chose. C'est un signal qui est fort en bas de marché, un avalement haussier mensuel. Ouais. Le palladium, c'est quand même un métal de la transition énergétique. C'est utilisé énormément dans l'industrie automobile, 80%. Il y a quand même 15% pour tout ce qui est électronique. Et il y a un vrai usage, quoi. Donc il y a un vrai usage pour le palladium, et qui est alors en revanche un arbitrage, vous le voyez sur le graphique, qu'il faut avoir avec parcimonie, parce que c'est hyper volatile. Ouais. Mais quand les mouvements se mettent en place, ils sont assez brutaux. On avait connu un épisode assez fort au mois de hausse au mois d'octobre. Donc on est en train de mettre quelque chose en place. Si on arrive à aller chercher 1256, ce qu'on avait vu au mois d'octobre, on a un bon potentiel d'accélération pour aller chercher 1664 au moins. Ça fait une bonne 60% de hausse sur le palladium. Ça paraît être un arbitrage intéressant, encore une fois, à pondérer correctement selon sa sensibilité au risque, parce que c'est sportif, mais il se passe quelque chose aussi, et un rattrapage probable de ce métal précieux en particulier. Si on regarde aussi la classe d'actifs crédit, par exemple, avec vous, Kevin, toujours intéressant de regarder ce qui se passe du côté de la dynamique des obligations d'entreprise, le crédit corporate. On a parlé des taux souverains, avec évidemment le changement de régime et des banques centrales qui tâtonnent un petit peu à la recherche de la prochaine baisse de taux, on va dire les choses comme ça. Et puis ce niveau d'incertitude, est-ce qu'on le retrouve dans des spreads de crédit ? Vous êtes venu avec le graphique des spreads de crédit en zone euro pour les obligations d'entreprise européennes. Est-ce qu'on retrouve du stress dans ces marchés-là aujourd'hui, ou pas encore, ou pas forcément, Kevin ? Je vais choisir pas encore. Pas encore. J'allais dire non, mais en fait le pas encore m'est offert, donc ça va être la ce qui est intéressant, c'est, ça a très bien été dit, le marché obligataire est très circonspect par rapport à ce qui se passe, beaucoup moins euphorique ou optimiste sur l'environnement. On parle du rattrapage Fed, on pourrait parler d'un rattrapage BCE également, bien entendu. Mais en effet, là où ce marché-là reste très circonspect, ça se voit beaucoup moins aujourd'hui dans le crédit. Les spreads de crédit qu'on a sous les yeux, ils sont tassés. Et ils restent tassés. On a des primes aujourd'hui, pour le dire différemment, qui sont faméliques pour aller vers du crédit. Donc là aussi, du bond picking, mais le bond picking est beaucoup moins soumis à l'arbitrage que d'autres. Il n'y a plus de matelas de protection, quoi. Il n'y a plus cette prime de risque, ou ce spread, comme vous dites. Tout ça, c'est complètement resserré. Non, celui que vous avez sous les yeux, c'est 92 points de base. En général, sur l'aggregate. Évidemment, il y a des disparités. La question étant, où est-ce qu'on veut se placer sur la courbe et où est-ce qu'on veut se placer sur les notations. Aujourd'hui, le sweet spot, avec notre clientèle, il va se situer globalement en mid-duration européenne. Donc, mid-duration européenne, on va tabler entre du 5 et 7. En 5 et 7 ans. En 5 et 7 ans, pardon, vous avez raison. Donc ça nous donne quand même un peu de sensibilité aussi, méfiance là-dessus. Et en l'occurrence, on était très triple B il y a encore 18 mois. On se pose très fortement la question d'aller vers du double B. Et on franchit un cap ici qui est absolument pas bienvenu historiquement. Aller de plus en plus loin dans l'échelle du risque. Donc aujourd'hui, on s'en préserve, mais ça montre cette course au rendement qui va arriver. On a eu 2 années exceptionnelles sur les performances crédit. 23 et 24 ont été exceptionnelles avec une volatilité très faible. Et sur les États-Unis d'autant plus, et d'autant plus en ont couvert. Donc en effet, on ne peut pas s'en plaindre. Ce qui est très intéressant peut-être là-dessus, ça rattrape les volumes dont on évoquait tout à l'heure les volumes. Ce sujet-là, c'est
Pour moi, sur le crédit, justement, personne ne veut se dessaisir aujourd'hui de son papier. Ouais. La question, c'est que le papier est rare aujourd'hui sur la partie volume. Alors, si on monte en notation, ça fonctionne. Par contre, dès lors, encore une fois, qu'on franchit le Rubicon du triple B, le papier s'arrache. Le papier s'arrache. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, les spreads, hors éléments très conjoncturels qu'on n'aurait pas vu venir, ils sont faits pour continuer à se tasser. Malheureusement, pour la recherche de rendement. Bon, il nous reste quelques minutes. Un mot des mid-cap en Europe, Bertrand, vous êtes venu avec le graphique des mid-cap, alors on est toujours un peu dans l'attente. C'est un peu la marque Ouais, vous dites maison. l'angle mort des stratégies, c'est intéressant, oui. Oui, parce que l'an dernier, à la même époque, ça faisait partie des stratégies. Ouais. Globalement, tout le monde disait les mid-cap, les mid-cap, les mid-cap, et on le voit, on était sur la courbe du bas en train de dépasser cette fameuse courbe rouge de moyenne mobile. Enfin, quelque chose est en train de se passer, la courbe du bas est en train de dire les mid-cap arrêtent la sous-performance Ouais, c'est ça. versus les grandes Oui, papilles. oui. Bon, malheureusement, on sait ce qui s'est passé, c'est que globalement, c'est déjà pas mal, ça a fait jeu égal. Mais bon, ça n'a pas eu l'explosion qu'on attendait. Sauf que pendant ce temps-là, quand on regarde la partie du haut, qui est l'absolu, on s'aperçoit qu'on est en train, gentiment, tranquillement, de s'appuyer sur une moyenne mobile 200, de dépasser des plus hauts de 2 ans, de 3 ans. Voilà, donc il y a mouvement haussier qui est en train de se mettre en place et surtout, gentiment, tranquillement, qui est en train de faire mieux que le segment des large caps. Donc là, les mid-cap européennes, on est sur du 5-20 milliards. Donc D'accord, c'est ça. J'allais beau, vous demander ça un reste peu du beau l'échelle bébé. de grandeur. Oui, oui, c'est ça. reste C'est pas de la du beau micro-cap, bébé. quoi. C'est Non, pas- plus. non, on est vraiment Oui, sur oui, la grosse oui, lutte oui. européenne. Oui, oui. Et en fait, on retrouve là, je pense que ça, c'est la traduction de les investisseurs qui commencent à aller chercher. L'indice mid-cap européen, c'est de la finance et de l'industrie. Ça tombe bien, c'est les deux secteurs qui marchent bien en Europe. Et donc là, on a des banques régionales italiennes, on a des banques espagnoles. Grande recomposition on a du paysage bancaire italien voilà. en ce moment. Hein. On a des banques autrichiennes, Commerce Bank par exemple, Ouais. voilà. Et en fait, quand on va regarder après qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi en fait on va chercher ça, grosse transformation sur le déposit avec les taux qui sont élevés. Elles ont un déposit énorme, c'est elles qui ont le plus gros déposit en pourcentage versus les banques plutôt du Nord. Et des économies qui vont plutôt pas mal. Ah ouais, Et oui, donc, on l'a vu dans les chiffres de PIB. Voilà, donc on a ça. Et puis après, des industries. Bon, alors après, là, on est vraiment dans du picking intra-sectoriel. Mais voilà, ça, Mais c'est des secteurs qui alimentent quand même peut-être le début d'un regain d'intérêt pour des Oui. indices mid-cap. Et quoi. avec du volume qui vient, donc à suivre. Ouais, bon. On conclut avec vous, Romain, des mid-cap pour redire un mot du stock 600. Ça a été le grand gagnant de ce mois-ci. L'Europe, on le rappelle, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique là, et de ce que ça peut inspirer pour la suite, Romain ? On arrive à un point déjà important, tout de suite, dès maintenant. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est déjà le moment de rendez-vous avec des niveaux importants. Quoi. Exactement, sur l'Eurostoxx 600, on évolue sur l'Eurostoxx 600 au sein d'un canal haussier de long terme extrêmement propre. Puis il fonctionne parfaitement depuis 2009. On voit qu'on a buté dessus évidemment 2016 et puis 2022 pour toucher la borne basse la dernière fois avec un grand trou d'air évidemment au moment de Covid. Donc ce sont des grands mouvements qui se mettent en place. Alors les canaux haussiers sont faits pour être débordés, tant mieux, il y a encore des résistances qui sont un peu plus lointaines. Mais moi j'aime effectivement l'idée du picking intrasectoriel. Et c'est ce que je me dis, c'est que peut-être l'histoire, et c'est pour ça que je ne cherche pas tellement d'objectifs haussiers au-delà sur les indices, ça se mettra peut-être en place, pourquoi pas. Cette construction avec ce manque d'intérêt me gêne un peu. En revanche, il y a peut-être des choses à faire sur pas mal de titres. Et small et mid-caps, il y a des choses peut-être small aussi, et mid-caps. Et puis dans les secteurs eux-mêmes, c'est intéressant de voir le comportement. Le secteur du luxe, par exemple, qui vous disiez, le concert tout le temps, bien, on voit que Hermès est sur des plus hauts historiques, alors que... Kering, non. Kering, non. Et il y a peut-être quelque chose à regarder du côté de Kering, justement aussi graphiquement, pour lequel on avait alerté, je me souviens, ensemble au mois d'août 2020. Ah oui, oui. 21, pardon, sur un top de marché où elle avait baissé avec 3 fois les volumes habituels. C'est la première fois que je m'y réintéresse depuis. Bon, c'est des petits signaux quand même. Merci pour cet éclairage des marchés à travers ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel a été avec nous, Ports en Par Gestion, Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct, et Kevin Lenoy, directeur associé chez Avant-Garde Family Office.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, pour le décryptage d'un concept économique. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Le concept, là je sais pas, oui, c'est comment valorise-t-on un pays? C'est ça la question qui vous est venue. C'est quoi le contexte de cette question, Michel? Et en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui paraît que les États-Unis envisagent d'acheter des territoires. Et notamment, donc, il y a eu le Groenland, le Panama. Et donc, je me suis posé la question de savoir, c'est finalement, mais à supposer que les conditions soient remplies, à combien pourrait-on ou comment pourrait-on valoriser un pays? Alors là, c'est là la grande difficulté. Et donc, est-ce que la théorie financière traditionnelle pourrait s'appliquer, etc., etc. L'actualisation des flux, etc. D'accord. Bon, alors allons-y. Comment fait-on, Michel? Alors, en principe, c'est donc la théorie financière dit que c'est le prix d'un actif, c'est la somme des flux futurs actualisés. Mais ceci étant dit, un pays n'est pas un actif particulier, donc on dirait qu'on va commencer par le PIB. Ok, c'est la richesse créée. Mais si on regarde le PIB, il ne tient compte que des valeurs présentes, c'est-à-dire les travailleurs, les entreprises, les gouvernements, etc., etc. Or, pour valoriser un pays, il faut aussi valoriser sa capacité à générer de la valeur. On achète, comme une entreprise, la capacité à dégager des flux. Et ce qui est très important, c'est que pour la difficulté dans un pays, c'est sa capacité à évaluer la productivité, de ses ressources, notamment naturelles. Si on prend le cas du Groenland, il est depuis longtemps exploitant de charbon, et donc là, on sait plus ou moins comment ça va. Mais dans son sous-sol, c'est ça qui est très important, il recèle de l'or, il recèle des terres rares par les temps qui courent, c'est quand même assez intéressant, il y a des métaux précieux, il y a du cuivre, etc., etc. Et donc, tout ce sous-sol n'est pas reflété dans la valeur du PIB. Et donc, c'est ça qui est important, il y a donc des ressources naturelles, des moyens de production, et puis il y a aussi d'autres facteurs qui ne sont pas pris dans le PIB. Et donc, c'est notamment la qualité de son capital humain et de ses infrastructures, c'est également aussi la qualité de vie, c'est également aussi la localisation géographique et son attractivité, et en même temps, surtout aujourd'hui, par les temps qui courent, la santé financière de ce pays. Et donc, c'est important. Oui, c'est pas évident. Non, mais en l'occurrence, alors, ce qu'on n'a pas dit encore, mais c'est que c'est arrivé dans l'histoire qu'on vende des pays, qu'on achète, ou des pays, ou des États, ou des îles. Des milliardaires achètent encore aujourd'hui des îles privées. Alors, on n'achète pas un pays, on n'achète pas un État, mais on achète quand même une parcelle de quelque chose. Est-ce que d'ailleurs, partant de la dimension parcellaire, géographique, foncière, est-ce que c'est déjà une première manière de fixer un début de prix sur quelque chose qui serait un pays Oui, ça serait un problème, mais il y a un paramètre qui est très important par rapport à tout cela, c'est notamment, on va dire, le nationalisme. D'une part, un paramètre qui est difficile, c'est-à-dire qu'il convient de convaincre la population que cette vente est favorable pour eux. Et donc, on voit que c'est quand même compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme il n'y a pas réellement de marché, c'est en fait une confrontation de l'offre et la demande. Ok. Et donc, c'est pas on va dire un bien comme un autre. Mais par contre, pour les territoires, eh bien, on pourrait dire, on va s'appuyer sur le marché d'un bien immobilier traditionnel. Oui, au mètre carré, quoi. Voilà, au mètre carré. Mais alors, la différence, c'est que le pays, c'est pas au mètre carré, ça va être en hectares, voire en kilomètres carrés. Et dans le cas du Groenland, certaines estimations, en tenant compte, on va dire, du PIB, du sous-sol, etc., ont estimé que le Groenland valait environ 1100 milliards de dollars. 1100 milliards de dollars. Oui, c'est pas mal. Oui. Bon, après, c'est une estimation. Encore faut-il... Oui, c'est une estimation, mais enfin, pour un deal maker et un homme de l'immobilier comme Donald Trump... Tout à fait. Imagine que c'est une manière d'aborder les choses qui doit lui parler, ça. Ah oui, mais tout à fait. C'est un homme d'affaires, donc il y a déjà un prix, puis ça se négocie par la suite. C'est ça qui est important. Oui. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une transaction immobilière. C'est pas une transaction immobilière, parce qu'il y a pas mal d'autres choses. Il y a une chose importante, comme je dis, c'est le fait que il y a un troisième paramètre. Donc, bien sûr, il y a l'acheteur, il y a le vendeur, il y a une chose, il y a un prix, mais il y a la population.
Et ça, il faut qu'on recueille son accord. Et c'est loin d'être fait parce que, je dirais, la population peut très bien stopper la vente. C'est en gros, en quelque sorte, la condition suspensive d'un contrat, d'un bien immobilier que l'on ferait entre deux personnes privées, quoi. Et là, En parallèle, mais ça n'est pas une transaction immobilière. et par contre, si l'on s'intéresse, par exemple, aux terres agricoles, là, en fait, on achète, on va dire, la ressource, et donc, on peut parler de transactions immobilières, parce qu'on n'abandonne pas la souveraineté, c'est-à-dire qu'on nous vend des terres, mais on ne vend pas la souveraineté. Et c'est ce cas, ce qui peut expliquer parfois que la Chine ou l'Arabie saoudite achètent des terres, comme il y a aussi des grandes multinationales qui achètent aussi des terres en Éthiopie, etc., etc. Bon, justement, si on prend le sujet du Groenland au sérieux, non mais enfin, Oui. parce que c'est arrivé dans l'histoire, encore une fois, les États-Unis ont acheté un certain nombre de leurs États, la Louisiane ou d'autres, Oui, tout à fait. etc. Donc, je veux dire, comment on peut imaginer concrètement un type de transaction sur un territoire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ces transactions sont très encadrées. En France, c'est l'article 53 de la Constitution, en fait, qui régit ces transactions si elles doivent se faire. Et en fait, ces transactions, c'est quoi ? C'est une cession amiable d'un territoire accompagné d'un abandon de souveraineté. Donc, ces transactions s'appuient, on va dire, au niveau juridique, sur deux principes. Le principe international d'intégrité territoriale et aussi le principe d'autodétermination des populations. Ce qui n'existait pas à l'époque des colonisations. Donc ça complexifie, en fait, la transaction. Et puis en même temps, cette transaction doit être conforme à la constitution des deux pays, des deux parties. Que ce soit compatible. Voilà, compatible. Et donc, à supposer que le vendeur, le pays vendeur et que sa population accepte, il faut changer la constitution. Et donc, comment on change la constitution ? Et pour acter, on fait un traité. Et en traité, c'est comme un contrat où on dit j'achète cette terre à tel prix avec d'autres spécificités, on va dire, et tout. Simplement se pose la question, c'est quelle est la nationalité du pays ? Est-ce qu'on reste avec l'ancienne ou avec le nouveau ? Et là, il y a un vide juridique. Ouais. Et donc, ça peut poser d'autres problèmes en pratique, et c'est ça qui fait que la difficulté de la chose, quoi. Bon, toujours dans l'idée de prendre le sujet au sérieux, enfin, est-ce qu'il y a un marché de pays à vendre ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça a existé ? Est-ce que ça peut exister ? Alors, un marché de pays à vendre, je dirais non, parce que je dirais il faut de l'objet d'une part, donc un pays, et en même temps des grands acteurs. Donc, ce n'est pas un marché de pays à vendre. Par contre, il y a un marché de territoire. Ouais. Territoire, avec d'un côté des pays qui sont prêts à céder des territoires et avec d'autres pays qui ont une forte capacité financière, qui vont essayer d'acheter. Et on revient toujours sur la Chine et l'Arabie saoudite. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces transactions, il n'y a toujours pas abandon de souveraineté par l'État vendeur. Et ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que lorsque la Chine, par exemple, achète des territoires en Afrique, et même si elle dit je laisse la souveraineté au pays, je pense qu'elle doit quand même peser lourdement sur l'économie, voire plus. Alors il y a un marché qui existe peut-être, c'est celui autour des îles privées. Tous, ils ont leur île privée, Mick Jagger, Johnny Depp, DiCaprio, oui. mais et sans doute d'autres qu'on ne connaît pas. Je veux dire là, je cite des exemples médiatiques. Oui, c'est ça, certainement. Oui. Mais ça, là pour le coup, il y a vraiment un marché, quoi. Non, tout à fait. Donc il y a généralement donc les îles à vendre se trouvent souvent en Afrique. En Australie, et également aussi dans les Caraïbes surtout. Ouais. Et c'est là où il y a aujourd'hui à peu près une centaine d'îles à vendre. Ah, quand même. Oui. Si vous avez quelques millions de dollars... c'est ça, quelques millions, voire un peu plus. Voilà. J'imagine, oui. Et donc là, il s'agit d'une transaction traditionnelle, classique. Bien sûr, il y a des contraintes. Et parce que l'idée, c'est qu'à supposer que vous soyez, je ne sais pas, en concurrence ou que vous avez un État qui veut préempter, vous n'avez pas la puissance d'un État pour l'empêcher de lâcher. Par contre, après, il faut savoir si il s'agit d'un domaine privé ou d'un usage public. Parce que si c'est un usage public, il faut que l'État soit, on va dire, l'île soit propre, entre guillemets, quoi. C'est ça qui est important de voir. Je donne un chiffre que vous avez apporté, une référence historique, Michel. Donc c'était il y a près de 400 ans, c'est ça ? Les Indiens natifs d'Amérique vendaient l'île de Manhattan. Oui. Combien ? À l'équivalent de 700 €. Mais là, la grande difficulté, c'est qu'ils n'étaient pas dans une économie monétarisée
n'avaient pas cette notion de, je dirais, d'argent. En Ouais. fait. Et donc c'était. Et la France vendait aux États-Unis. Alors c'était la Louisiane ou pas dans les années Oui, oui, oui. 1803, c'est ça 15 Oui. millions de dollars. Hein. Oui, ça Ok. fait à peu près. L'équivalent de 400 millions de dollars aujourd'hui. Ouais, exactement. Pas mal. Exactement. Oui, C'était pas un mauvais prix. Et après, il faut voir. Hein. Ouais. Après, il faut voir comme les territoires lointains, il faut les gérer par la suite. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup, Michel. Michel Rumi, sur cet exercice pas facile, valoriser un pays ou un territoire. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois sur Be Smart for Change.